Alors commençons Pépé avec ta dernière chronique, ton dernier article. Il dit l'ours, le dragon, l'éléphant, le toucan et le rossignol défient Goldfinger. Tu parles des BRICS. Je vais devoir expliquer cela à mes lecteurs, tu sais. Bon, allons-y. Eh bien, tout d'abord, j'ai envoyé la chronique à Nema il y a environ 10 minutes. Je l'ai terminée juste avant que nous commencions à parler. Donc je l'ai immédiatement envoyée à Nema et au juge Knapp, à tous les deux, afin que nous puissions en discuter dans nos conversations. Elle n'a pas encore été publiée. J'imagine qu'elle sera publiée en Russie au milieu de la nuit ce soir. Donc le titre est L'ours, le dragon, l'éléphant, le toucan et le rossignol. Et devine quoi? Ce sont 5 BRICS. Le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde et l'Iran. Et ce sont, disons, leurs symboles nationaux. En fait, j'en parlais avec Nema juste avant pour vérifier si j'avais bien choisi rossignol. Et tu m'as confirmé, Nema, que oui, c'est correct. Mais il y en a même un meilleur. Si je l'avais utilisé, personne n'aurait compris. C'est l'oiseau hybride présent dans les poèmes de Ferdowsi, n'est-ce pas? Le Simiok. Donc bon, avec rossignol, au moins les gens associent immédiatement cela à l'Iran. Et bien sûr, Goldfinger pour Donald Trump est une blague. On ne peut pas ne pas plaisanter sur le personnage Donald Trump. J'ai été inspiré par l'un de mes lecteurs qui a proposé Goldfinger. J'ai trouvé cela brillant. Alors je suis revenu sur certaines grandes scènes de Goldfinger et je les ai intégrées à ma chronique, car c'est James Bond 007 jouant au golf avec Goldfinger. C'est absolument savoureux. Pourquoi Goldfinger? Parce qu'il cherche toujours de l'or. Goldfinger est un entrepreneur impitoyable. Un mélange d'entrepreneur, de gangster, d'escroc et de méga homme d'affaires. Toujours à la recherche de sa propre version de l'art de la négociation, ce qui signifie décrocher de l'or, quoi qu'il arrive. Et il faut que ce soit à sa manière. Donc Goldfinger est une métaphore appropriée pour parler de Donald Trump. Et bien sûr, quand tu mets cela dans le titre, tu as les 5 BRICS face à Goldfinger, ce qui reflète bien la situation actuelle. Nous sommes en plein milieu d'un empire du chaos, le système américain façon Goldfinger, appelle-le comme tu veux, guerre, guerre hybride, guerre froide, et à certains égards guerre chaude, dans le cas des bombardements contre l'Iran, contre les BRICS. Et cela est intimement lié à ce qui va se passer en Alaska. Voilà de quoi parle cette chronique. On parle des possibilités, on parle des défis, on parle aussi des malentendus, et on parle aussi de ce que Trump essaie de tirer de la rencontre en Alaska, et de ce que vise Poutine, qui est un personnage extrêmement calculateur, qui fait ses devoirs, qui est ultra préparé pour les sommets de haut niveau. Et il fait cela depuis 25 ans. Alors Nema, et vous tous, pouvez-vous imaginer à la même table un homme de la stature d'homme d'État de Poutine face à face avec Goldfinger? On part déjà d'un niveau très inégal, n'est-ce pas? Pépé, dans ton article, je l'ai lu juste avant de venir parler avec toi, tu compares le sommet entre les États-Unis et la Chine. Qu'est-ce que ça signifie pour le sommet actuel? Parce que ce sommet avait eu lieu en Alaska, si je ne me trompe pas. Tu en parlais? Oui, très importante question, Nema. Parce que j'ai souligné ce point, je l'ai publié sur ma chaîne Telegram, je l'ai mis aussi dans la chronique, et je vais le publier sur X également, pour rappeler aux lecteurs qu'en mars 2021, en pleine pandémie de Covid, il y a eu un mini-sommet à Anchorage, en Alaska, entre les États-Unis et la Chine, et que ce fut un désastre du point de vue américain. Mais imaginez, si on considère que c'est une question d'expérience, de préparation, d'études, de travail en amont, de lecture, etc. entre Poutine et Trump, eh bien, rappelez-vous, mars 2021 dans un hôtel miteux d'Alaska. Selon les Chinois, ils n'avaient même pas eu un petit déjeuner convenable. C'était un mini-sommet ridiculement, horriblement mal organisé. Pourtant, c'était une discussion très importante. Côté américain, nous avions Anthony Blinken et Jake Sullivan, et je pense que la plupart d'entre vous comprennent ce que je veux dire. Pas besoin de détails. Côté chinois, nous avions Wang Yi, ministre des Affaires étrangères à l'époque, et Yang Jiechi en personne. Yang Jiechi, qui est l'ultra-haut stratège expérimenté de la politique étrangère chinoise, et qui occupait alors un poste supérieur à celui de Wang Yi. Ces deux-là, Nema, et vous tous, ils ont démoli Blinken et Sullivan. Donc sur mon Telegram, j'ai publié ce que j'avais écrit avant Anchorage,
Et aussi ce texte-ci qui est lié dans l'article, ce qui s'est passé ensuite. Et cela a changé l'échiquier d'une manière que personne n'aurait cru possible avant l'Alaska. Les Chinois sont sortis de leur coquille, disons-le ainsi, et de leur politesse habituelle. Et Yang Jiechi a dit en face à Blinken et Sullivan, « Qui vous donne le droit de traiter la Chine de cette manière? Qui êtes-vous? Pour qui vous prenez-vous » Et c'était public, enregistré en direct. Évidemment, les Américains n'ont jamais diffusé. Mais il y avait une traductrice chinoise fabuleuse, une jeune femme. Elle est devenue instantanément une méga superstar du net chinois, car elle traduisait fidèlement, mot pour mot, ce que Wang Yi et Yang Jiechi disaient à Blinken et Sullivan. Et c'était enfin la Chine disant « Bon, ça suffit avec vos cloneries ». Cela a complètement changé l'échiquier géopolitique, car désormais les Américains devaient commencer à traiter avec une Chine très affirmée qui jusque-là était relativement passive. Donc j'essaie de présenter cela à vous tous comme une possibilité de ce qui pourrait se passer en Alaska entre Trump et Poutine. Il y a la possibilité que ce soit un tournant à plus d'un titre. Nous ne le savons pas encore. Aucun de nous ne peut dire ce qui va réellement se passer là-bas. Les attentes ne sont pas très élevées, bien sûr, mais étant donné la désespération de Trump à obtenir le moindre succès qu'il puisse vendre comme une victoire personnelle à travers une photo et une opération de communication mondiale, il pourrait être prêt à aller plus loin, même en sachant que quoi qu'il fasse ou dise, cela ne changera pas la position russe. Et nous savons tous que la position russe est explicite, détaillée, depuis au moins juin de l'année dernière. Donc depuis plus d'un an par le président Poutine et par tous les autres au plus haut niveau du gouvernement. Alors, quelle carte Trump a-t-il en main? Aucune. Poutine a toutes les cartes. Et pourtant, Poutine a décidé d'aller en Alaska. Pourquoi? C'est là que nous devons revenir à ce que je considère comme la phrase clé de ces dernières semaines. Tout le reste, c'est de la spéculation. Il n'y a qu'une seule phrase clé à propos de l'Alaska. C'est celle de Yuri Ushakov, le principal conseiller présidentiel de Poutine. Il a dit « Les Américains nous ont présenté une proposition que nous avons jugée acceptable ». Ce sont ses propres mots. Qu'est-ce que cela veut dire? Que malgré tout le désordre, toute l'animosité, tout ce que Trump lui-même, bien sûr, mais aussi les gens autour de lui, l'État profond, les généraux à la retraite ou d'autres, jettent contre la Russie. Le Kremlin a regardé la proposition et a dit « D'accord. Asseyons-nous et parlons-en ». Nous ne savons toujours pas ce qui en particulier a retenu l'attention de Poutine et du Conseil de sécurité. Cela doit être quelque chose d'inédit. Sinon, il n'aurait même pas pris la peine de s'y intéresser. C'est un voyage extrêmement risqué, Nema. Et pour vous tous aussi. Aller en territoire américain, quoi qu'on dise de l'Alaska, c'est du territoire américain. Et nous savons que tout peut arriver, pas nécessairement de la Maison-Blanche, mais de tous ces acteurs toxiques dans les coulisses, tapis dans l'ombre, etc. Donc, Poutine et le Conseil de sécurité considèrent que c'est un risque calculé que de parler à Trump en face à face aux États-Unis, avec déjà la condition que ceci n'est que le début d'une conversation. Car il est quasiment acquis que la prochaine rencontre aura lieu dans la Fédération de Russie. Donc voilà, c'est un début. Cela peut être le commencement d'un long processus, ou bien tout dérailler dès les 10 premières minutes. Mais c'est là où nous en sommes maintenant. Il y a des possibilités intégrées qui, si elles se développent, même en tenant compte du fait que le côté américain est totalement non préparé pour un sommet de cette importance et de ce niveau, pourraient quand même déboucher sur quelque chose. Et bien sûr, il y a les aspects négatifs, nous les connaissons tous. Et les Russes, lorsqu'ils ont pris en compte les aspects négatifs, ont mesuré dans le détail ce que pouvait signifier le fait d'aller en Alaska. Ils connaissent très bien les risques. Et surtout, ils n'ont aucune illusion. C'est très important. Ils savent aussi, d'accord, si rien ne se passe, nous continuons ce que nous faisons déjà. L'opération militaire spéciale progresse désormais plus vite qu'avant. Nous allons devoir conquérir. Nous allons conquérir davantage de territoires dans les prochains mois. Et voilà. Cette affaire sera tranchée sur le champ de bataille. Point final. Peu importe ce que disent Trump, l'État profond ou les petits caniches européens, nous avons nos directives, nous avons nos impératifs,
et nous suivons notre trajectoire. Donc, du point de vue russe, il n'y a rien à perdre. Du point de vue de Trump, il y a beaucoup à perdre s'il ne décroche rien. Et pour obtenir quelque chose, il devra faire des concessions, ce qui n'est pas du tout le style Trump. Trump recule toujours au dernier moment. Mais une chose est de reculer devant n'importe qui, et une autre est de reculer devant Vladimir Poutine. Il ne peut pas se permettre ça. L'opinion publique américaine ne le lui permettra pas, et l'État profond non plus. Donc pour lui, c'est simple, il ne dormira pas dans les prochains jours. Il ne peut pas dormir, Nema. C'est une question de tout ou rien. Et une question de tout ou rien aussi pour sa présidence. S'il se trompe, il est déjà un canard boiteux. Et de toute façon, il est en train de le devenir. Pépé, quand il s'agit du champ de bataille, de la réalité militaire, je pense que la seule option acceptable pour les Russes serait que les 4 oblasts, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia et Kherson, soient entièrement aux mains des Russes et que les Ukrainiens retirent leurs forces du Donbass. Et la Russie parle peut-être de la région de Soumy, qu'ils sont en train de capturer, vers la partie occidentale de l'Ukraine. Oui, la seule chose que j'imagine comme possible retrait des forces russes, c'est au-delà de ces 4 oblasts, et que Moscou mette cette région, allant d'Odessa jusqu'à Kharkiv, en place comme zone tampon, zone de sécurité, cordon sanitaire, appelez-la comme vous voulez. Oui, exactement. Au moins temporairement, parce qu'il doit y avoir, à mon avis, si on imagine l'option positive, la plus optimiste possible, supposons qu'ils parviennent à un règlement en Ukraine. Ce cordon sanitaire sera extrêmement important pour les 2 parties, je pense, afin qu'elles puissent s'évaluer mutuellement et s'assurer qu'aucune d'entre elles ne relance une attaque contre l'autre. Donc, comment vois-tu cela? Est-ce que la Russie va se retirer de ces régions et les laisser comme une zone de sécurité, un espace pouvant être géré en vue d'un règlement? Tout dépend de la discussion plus large, de la vision d'ensemble. Il ne faut jamais oublier que l'Ukraine n'est qu'un sous-ensemble d'une question beaucoup plus importante. La redéfinition des relations États-Unis-Russie. Voyons ce que disent certains acteurs très importants. Ryabkov, par exemple, le vice-ministre des Affaires étrangères, a dit qu'il y a peut-être quelques signaux indiquant que notre relation pourrait aller vers une certaine normalisation. Mais que ce n'est que le début. Donc il est, disons, relativement optimiste, mais aussi très réaliste. D'un autre côté, nous avons Medvedev qui dit « oubliez ». C'est impossible d'avoir des relations normales avec les États-Unis compte tenu de ce qu'ils nous ont fait subir depuis plus de 10 ans ou même depuis 15 ans si on remonte à l'affaire Pussy Riot sous Obama. Donc, c'est partagé, disons, au sein du Conseil de sécurité et du ministère des Affaires étrangères. Les opinions sont divisées. Et bien sûr, si on regarde du côté de certains acteurs plus, je ne dirais pas radicaux, mais plus affirmés, dans les services de renseignement, SVR, FSB, etc., ils sont beaucoup plus durs que Poutine lui-même. Non seulement en termes de couper la tête du serpent à Kiev, ce qui aurait dû être fait hier déjà, mais aussi en termes de « nous n'allons plus accepter la moindre foutaise des Américains. Et s'ils ne sont pas contents, eh bien, M. Orichnik viendra leur dire bonjour. » Comparé à eux, Poutine est une figure pragmatique, calculatrice, modérée. Par exemple, imaginez si Bortnikov, le chef du FSB, était président de la Russie. Bortnikov, lui, ne laisse rien passer à personne. Il est beaucoup plus dur que Poutine. Donc tout dépendra de ce qui sera posé sur la table, Nema, dès le départ. Je n'arrive même pas à imaginer comment ce serait possible. Mais supposons que Poutine fasse, souvenez-vous, quand il avait eu ce monologue dans son interview avec Tucker Carlson pendant 20 minutes pour expliquer toute l'histoire de la Russie. Imaginons que Poutine se lance dans un monologue de 20 minutes expliquant l'histoire de la Russie ainsi que l'histoire de la guerre par procuration en Ukraine à Trump pendant les 20 premières minutes. Et supposons que ce plan, que Trump comprendra, avec la traduction, se perde complètement dans la traduction et dans son cerveau également. D'accord, mais supposons que cela se produise. Cela signifie que Trump devra admettre que pour obtenir ce prétendu cessez-le-feu dont il se vante tout le temps, et que les Européens veulent ardemment, ils devront commencer à négocier la vue d'ensemble, c'est-à-dire la réinitialisation des relations États-Unis-Russie en incluant tout ce que nous connaissons,
pas d'expansion de l'OTAN, neutralité de l'Ukraine, démilitarisation de l'Ukraine, l'OTAN revenant à ses frontières précédentes, et cela pourrait être les 5, 10 ou 15 années précédentes. C'est aux Russes de dire, d'accord, revenons en arrière, en Europe de l'Est, la majeure partie de l'Europe de l'Est, ils ont le droit de le faire. Les Américains, évidemment, diront non. Donc tout dépend de ça. Et bien sûr, si ça va un peu plus loin, alors ils pourront vraiment commencer à parler de reprise des affaires, ce qui Nema, au fait, est la seule chose qui reste dans l'esprit de Trump. Pour toi, Nema, et pour notre audience, quelle est la priorité numéro 1 de Trump si une normalisation des relations avec la Russie se produisait? Faire des affaires dans l'Arctique. Point final. C'est tout. Pourquoi? Le pétrole, le gaz, de multiples opportunités pour les grandes compagnies énergétiques américaines. Certaines faisaient déjà des affaires avec la Russie avant les sanctions, Exxon, Chevron, etc. C'est la seule chose qui compte pour Trump. Donc cela signifie que Trump devrait convaincre Poutine que c'est bénéfique pour la Russie d'avoir des investissements américains dans l'industrie pétrolière et gazière de l'Arctique. Difficile à faire. Je ne vois pas cela arriver de sitôt, même si les relations se rapprochent. Donc dans le cadre de cette vue d'ensemble, parler de la normalisation des lignes de front en Ukraine n'est qu'un détail. Cela ne commencera pas par là. Cela commencera par la vue d'ensemble. Puis nous aborderons les sous-ensembles. C'est cela ce qu'implique une vraie discussion conceptuelle approfondie entre deux chefs d'État de deux superpuissances. Mais quand on observe la non-préparation au sommet, c'est fou. Les Américains n'ont fait aucun travail préparatoire, du moins d'après tout ce que nous savons jusqu'ici, ce qui a été divulgué ou tout le blablabla dans les think tanks et les médias grand public. Ils n'ont aucune préparation pour ce qui sera sur la table à discuter par Trump. Trump lui-même ne sait pas. Il ne connaît pas les paramètres. Il se plaignait, je crois, hier, je vais parler aux Européens. En fait, c'est probablement aujourd'hui, mercredi, je vais parler aux Européens et regarder les paramètres. Il ne connaît pas les paramètres. Personne ne lui a expliqué, voilà ta liste des 10 points que tu dois aborder avec Poutine dans un ordre chronologique. Non, il n'a rien. Alors qu'est-ce que cela nous dit? Qu'évidemment, ils ne sont pas prêts pour un dialogue de haut niveau. La seule chose qui compte, et la seule chose sur laquelle Trump insiste, c'est ce maudit cessez-le-feu, qui n'arrivera pas comme ça, sauf s'il convainc Poutine du bien fondé d'un cessez-le-feu, et la Russie n'a pas besoin d'un cessez-le-feu pour commencer. Et le fait que Poutine ne peut rien accepter parce qu'il a ses propres fissures ou problèmes internes. Trump a maintenant une bataille interne avec l'État profond, et même avec certaines sections de MAGA, qui désapprouvent fortement sa politique étrangère. Sans parler du fait qu'il doit apaiser ses vassaux, les Chihuahuas décapités en Europe, qui sont tous contre toute forme de normalisation avec la Russie. Poutine est plus compliqué. Poutine doit gérer ses critiques internes, qui estiment qu'il n'est pas assez dur. Disons-le ainsi. Et en même temps, Nema, et c'est clé, et c'est une partie de la chronique que je viens d'écrire, Poutine et la Russie, en tant que membres des BRICS, n'oubliez pas tous, Poutine représentera les BRICS en Alaska, pas seulement la Russie. Dans quel sens? Dans le sens où l'empire du chaos et Trump spécifiquement sont en guerre contre les BRICS dans leur ensemble, hybride, chaud, froid, moyen, peu importe. Et bien sûr, cette menace très sérieuse, jusqu'au moins hier, qu'il allait imposer des sanctions secondaires à toute nation BRICS, surtout celles qui continuent d'acheter de l'énergie russe, en particulier le pétrole russe. Les deux principales cibles sont l'Inde et la Chine. Donc, bien sûr, nous ne savons pas, mais il y a une très forte possibilité que dans cette offre acceptable venant de Trump via Witkoff à Poutine, cela implique que Trump n'imposera pas de sanctions secondaires à d'autres nations BRICS, comme l'Inde et la Chine, si elles commencent à s'entendre sur quelque chose avec la Russie. Et c'est pourquoi la Russie représente aussi les autres BRICS. Car Poutine va dire, regardez, vous imposez des sanctions à tous mes partenaires des BRICS. Nous devons... et cela va... Le contre-coup sera contre vous. Vous, l'économie américaine, vous allez perdre lourdement. Le Brésil, ils peuvent facilement trouver de nouveaux marchés en Asie pour leurs produits. L'Inde ne va pas arrêter d'acheter notre pétrole.
Nous n'allons pas arrêter de vendre ce que nous vendons à travers l'Eurasie. Et la Chine surtout ne cessera jamais sa relation stratégique avec nous. Elle achète, et nous sommes complètement imbriqués maintenant dans le commerce avec notre propre monnaie. Donc vous devez agir, sinon ce dialogue est un échec. C'est pour cela que c'est si important. Trump a donc des problèmes internes très très sérieux. Et il doit livrer quelque chose. Une photo, un coup de pub, vous savez, posé devant les caméras, je commence à instaurer la paix en Ukraine. Ou n'importe quelle absurdité qu'il invente. Et Poutine, bien sûr, dit à l'opinion publique russe, toutes nos directives établies il y a un an, nous continuons à les suivre, et en même temps, peut-être pouvons-nous ajouter un certain allègement pour nos partenaires BRICS. Il n'utilisera évidemment pas le terme guerre hybride, mais en termes d'allègement des tarifs venant des États-Unis contre nos partenaires BRICS, s'il peut le faire, c'est une grande victoire pour le Sud global au profit de la Russie. Et évidemment, les Russes prennent cela en compte également. En considérant le problème localisé, je pense que ce serait un plan énorme de la part des Russes à aborder. Il ne s'agit pas seulement du terrain, et il ne s'agit pas seulement du territoire, il s'agit de la sécurité. Il s'agit de ce qui se passerait après tout règlement. Oui, alors, comment la Russie veut-elle le cordon sanitaire? Comment la Russie veut-elle la partie occidentale de l'Ukraine? Je pense que la partie la plus facile serait la reconnaissance des 4 oblasts. La plus difficile serait, d'une certaine manière, la Russie ne veut pas que les services de renseignement britanniques soient à Odessa, Mykolaïv, dans la partie occidentale de l'Ukraine. La Russie veut que la partie occidentale de l'Ukraine reste entre les mains des Ukrainiens. Ceux qui se soucient de l'Ukraine, qui souhaitent une meilleure relation avec l'Est et l'Ouest, peu importe. Je ne vois pas la Russie avoir de problème avec les liens entre la partie occidentale de l'Ukraine et l'Union européenne. Mais ils doivent équilibrer cela avec la Russie. Ils doivent comprendre l'importance de la Russie pour l'Ukraine. Selon moi. Parce qu'après tout, la partie occidentale de l'Ukraine est très importante en termes de sécurité pour la Russie. Et ce sont d'énormes défis pour Donald Trump, selon moi. Et il doit avoir une certaine influence sur ces personnes en Europe que tu as mentionnées comme des vassaux, mais elles sont capables de beaucoup et de pousser beaucoup. Donc voici la question. Jusqu'où Donald Trump irait-il pour y parvenir? Est-il prêt à le faire? Nema comprend-il les enjeux? Non, il n'en a aucune idée, parce qu'il ne connaît pas l'histoire de fond. Et il n'y a personne dans Trump 2.0 pour lui expliquer cela en une demi-heure. Si Jeffrey Sachs allait au bureau ovale en une demi-heure, il pourrait donner à Trump tout le contexte, mais il ne le comprendrait toujours pas. Non. Parce qu'il faut comprendre les concepts. Il faut comprendre le sens de l'expansion de l'OTAN vers la Russie. Il faut connaître l'histoire passée de la Russie. Ses fonds échoués. Ça lui échappe complètement. Il ne peut donc pas prendre de décision éclairée, car il ne comprend ni le fond, ni les concepts de base. Vous savez, par exemple, du point de vue russe, oui, ils ne peuvent pas s'arrêter aux 4 régions tant qu'il y a un régime oligarchique néo-nazi à Kiev. Oui, la Russie accepterait cela s'il y a un gouvernement rationnel et sain, bien sûr des élections démocratiques, et que la population russe et ukrainienne ne va pas élire quelque chose comme Poroshenko ou Volodymyr Zelensky ou autre. Vous savez, la Russie pourrait vivre avec ça, bien sûr, en supposant que ce soit un gouvernement stable, qui ne menace pas la Russie et qui ne fasse pas partie de l'OTAN. Si l'Ukraine souhaite devenir membre de l'UE, peu importe. À court terme, ce sera veto à l'intérieur de l'UE, car nous savons qu'au moins 4 ou 5 pays de l'UE disent déjà « pas question qu'on laisse entrer l'Ukraine ». Donc c'est un non-départ, Ukraine dans l'UE. Les Russes le savent aussi. La question clé, c'est l'OTAN. S'il y a un nouveau gouvernement à Kiev, où l'OTAN est très très forte et que le processus de guerre éternelle contre la Russie se poursuit, la Russie sait cela. D'accord, nous allons devoir recommencer à zéro. Alors pourquoi ne pas finir maintenant le programme de démilitarisation, en fait nettoyer l'Ukraine de ces groupes néo-nazis? Ce sera très très difficile, et c'est un processus très long, mais au moins établir une sorte de zone tampon.
Et bien sûr, cela impliquerait quelque chose que, si vous demandez dans la rue par exemple, pas seulement à Moscou, Saint-Pétersbourg, mais aussi à Kazan, Sotchi, Vladivostok, Yekaterinbourg, etc. Pensez-vous que la Russie devrait récupérer Odessa? Tout le monde vous répondra oui, car Odessa est russe, et Odessa fait partie de la Russie. C'est indiscutable. Culturellement, Odessa, et historiquement, est une ville russe. Donc Poutine devra renoncer à récupérer Odessa, ce qui pour l'opinion publique russe sera un coup majeur. Et comment le Kremlin gérerait cela? Vous savez, tout peut arriver, mais ça pourrait se produire. Mais en supposant que, dans cette route vers un accord global entre les États-Unis et la Russie, cette recalibration des relations, des sphères d'influence, très important, comme vous l'avez mentionné il y a un moment, indivisibilité de la sécurité, concept clé proposé par la Russie à l'OTAN et à l'administration précédente en décembre 2021, avec ses lettres disant « Asseyons-nous et discutons de l'indivisibilité de la sécurité pour les États-Unis, pour l'Europe de l'Est, pour nous, etc. » Et il n'y a eu aucune réponse des États-Unis. Ils devront aborder cela tôt ou tard. Si Trump ne comprend même pas ce que cela signifie, et probablement il ne comprend pas, alors c'est un non-départ à tous les niveaux, n'est-ce pas? Car si vous n'avez pas de réorganisation des priorités et des sphères d'influence entre les États-Unis et la Russie concernant l'Europe occidentale et l'Europe orientale, cette affaire n'ira nulle part. Nous continuerons à voir l'OTAN engagée dans la guerre éternelle contre la Russie, ce qui est inscrit dans les statuts de l'OTAN et tout le blablabla de l'OTAN. J'ai relu il y a quelques jours les décisions du soi-disant programme NATO 2030. En gros, c'est pour maintenir la guerre éternelle contre la Russie. C'est tout. Ils ont décidé cela lors d'un sommet il y a quelques années. En fait, cela continuera ainsi, et les Russes le savent. Donc du point de vue du Kremlin, c'est très clair. Soit nous discutons de tout. La vue d'ensemble, l'indivisibilité de la sécurité et un nouveau système de relations entre vous, les États-Unis, et les États-Unis impliquant l'Europe, soit il n'y a rien à discuter. Et nous continuerons l'opération militaire spéciale, et nous gagnerons sur le terrain, et l'Ukraine rétrécira, et l'OTAN sera encore plus démilitarisée, même si vous, les États-Unis, continuez à envoyer des armes du complexe militaro-industriel à l'OTAN pour les transférer à Kiev. Nous allons nous en débarrasser. Donc c'est une impasse, non seulement pour Trump, mais pour l'État profond, pour le complexe militaro-industriel et pour les Européens. La seule solution est de repartir de zéro, en commençant en Alaska. D'accord. Commençons à discuter de la vue d'ensemble et comment reconnecter les relations États-Unis-Russie, y compris la vue d'ensemble, les sphères d'influence et une nouvelle architecture de sécurité. Du point de vue de la Russie, ils ont déjà commencé. Leur nouvelle architecture de sécurité s'étend à l'Eurasie. Pour la Russie, pour la Chine, c'est la même chose. Pour l'Iran, idem. Pour l'Inde, ils commencent à se réveiller. Oui, nous avons besoin d'une sorte d'architecture de sécurité à l'échelle eurasienne qui nous protège tous. Ils discuteront de cela, Nema, dans 2 semaines, lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai à Tianjin, en Chine. J'arriverai à Pékin le jour du sommet, en fait, et cela sera 3 jours avant le forum de Saint-Pétersbourg, où ils discuteront, entre autres, de l'Arctique. Vous savez, les Eurasiennes, la Russie, la Chine et l'Eurasie, discutent tous de l'organisation de leur propre architecture de sécurité, et ils se fichent complètement de l'Occident. Dans le cas de la Russie, qui est proche de l'Europe, beaucoup plus proche de l'Europe que les autres acteurs asiatiques, la Russie a déjà présenté l'option aux États-Unis. Discutons de tout cela, y compris avec les Européens. Et la réponse a été non. Que s'est-il passé 2 mois plus tard? L'opération militaire spéciale. Que se passe-t-il maintenant? L'opération militaire spéciale remplit ses missions. Disons-le ainsi. Et pourtant, les Européens se comportent comme une bande de chihuahuas voulant la guerre éternelle, parce qu'ils sont guidés par l'OTAN, qui veut la guerre éternelle, elle-même guidée par l'État profond et le complexe militaro-industriel. Ils veulent la guerre éternelle. Alors Trump intervient. Pouvez-vous croire qu'en un éclair, Trump va dire « plus de guerre ». Sur quoi se base-t-il? Et avec quel type de soutien? Il n'a aucun soutien nulle part.
Il n'a aucun soutien à l'intérieur des États-Unis, même dans son propre parti où il y a des russophobes partout, sans parler des xénophobes et des iranophobes, comme vous le savez très bien, qui considèrent l'Iran, la Chine et la Russie comme des menaces existentielles, alors que le complexe militaro-industriel dépend de la vente incessante d'armes pour les guerres éternelles, car c'est leur propre dette, la raison même de leur existence. Donc Trump seul ne peut pas s'asseoir avec Poutine et dire « Écoute, je te promets que nous allons commencer à réorganiser nos relations ». Évidemment, les Russes vont le regarder et se dire « Tu es fou ». C'est vraiment une impasse. C'est une impasse. On pourrait obtenir une sorte d'allègement, peut-être dans le processus où Trump sera contraint de faire des concessions qu'il ne pourra d'ailleurs pas vendre aux chihuahuas européens ou aux néo-nazis à Kiev. Et c'est à peu près tout. Alors il aura son coup de pub devant les caméras, vous savez, et ensuite il dira « Regardez, je commence un processus de paix en Ukraine enfin. Maintenant, donnez-moi mon prix Nobel. » Donc, vous voyez, tout cela déraille dans une farce. Et une farce bon marché en plus. Exact.